Nous avons le plaisir d'accueillir Romain Duballet, qui est ingénieur docteur de l'école des ponts ParisTech et cofondateur de Xtree, qui est une société technologique dédiée à l'impression 3D à grande échelle. Et Romain coordonne des projets de recherche autour des systèmes constructifs innovants et de la fabrication robotique. Il enseigne la conception computationnelle, c'est un très beau français, je ne sais pas si je dois le dire en anglais, et l'architecture paramétrique et dirige l'Executive Master Design bâtiment numérique à l'école des ponts ParisTech. Un collègue donc. Et puis c'est magnifique parce qu'on a commencé la journée avec au contraire la construction vernaculaire, la réhabilitation avec des techniques anciennes en Inde. Et puis on va terminer sur de l'innovation. C'est extraordinaire. Eh bien voilà, on vous passe la parole. Bonjour. Merci beaucoup de votre invitation. Donc je vais vous parler de deux choses et j'espère que ça vous intéressera. Qui sont donc d'une part le master. Voilà, je vais en parler rapidement parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose. On traite de développement durable, d'environnement et de numérique. Hein, c'est un peu les choses centrales. Et après, je vous parlerai de mon autre activité professionnelle qui est donc Xtree. Mais bon, allons-y directement. Donc voilà, je coordonne donc un autre master qui est un master parallèle à Immobilier Bâtiment Durable et qui s'appelle Digital Building Design, qui est à l'école des ponts ParisTech aussi, qui est en anglais, qui est très international et qui est centré autour du numérique d'un point de vue de la fabrication et d'un point de vue de la conception. Et voilà. Et évidemment, l'objectif étant la transformation de l'industrie qui nous occupe et sa transformation durable. Donc, on est très très transverse, hein, c'est-à-dire que il n'y a pas un objectif spécifique. On a des gens qui ont des profils très divers. Et le dénominateur commun, c'est des ordinateurs, des algorithmes et un petit peu des robots. Et on regarde ça de manière critique et innovante pour essayer de faire la part des choses, de ce qui est dit aujourd'hui et d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut vraiment apporter. Donc ça s'appuie sur la structure à l'école des ponts qui s'appelle le Buildin, le Co-Innovation Lab, donc une structure de recherche autour de la fabrication numérique et autour de la conception numérique, qui a une plateforme de fabrication dont vous voyez quelques photos ici, et qui est une plateforme de recherche qui fait un trait d'union entre le monde académique et le monde industriel. Donc c'est des travaux de recherche qui sont faits avec des chercheurs, avec des grands groupes et avec des startups, voilà, pour faire simple. Et nous, le Master Digital Building Design, en fait, est un peu la contrepartie enseignement de ce qu'est le building pour la recherche à l'école des ponts. Donc vous voyez ici un exemple voilà, une photo de ce qu'il a pu faire pour faire un pavillon. Là, vous voyez ici le résultat d'une des thèses d'un des étudiants de Digital Building Design d'il y a 2 ans. Donc nos thèses professionnelles du master spécialisé sont assez poussées. Ça s'apparente à des mémoires de recherche et on arrive souvent à des résultats assez important en fait, on va dire, en termes de quantité de travail. Donc là, c'est un pavillon qui est fait en grid shell en matériaux composites, qui est là pour faire coffrage pour du béton projeté. Et à la fin, on a une coque qui fonctionne mécaniquement de manière très très efficace, puisque toute proportion gardée, elle est plus efficace qu'une coquille d'œuf. Et ça, c'est pour arriver à ça, de la géométrie différentielle discrète, des algorithmes d'optimisation et une fabrication
qui est aussi numérique. Donc c'est une des illustrations de la mise en œuvre de ce qu'on peut apprendre dans le master. Mais on a aussi des choses qui sont beaucoup moins autour de la fabrication et qui sont, on va dire, purement conception. Donc là, c'est une thèse professionnelle qui a été faite l'année dernière par Elie Salamé, qui a travaillé chez les architectes Villemotte et Associés. Et là où c'était un travail autour de comment faire des façades en optimisation multicritère pour travailler avec le programme à l'intérieur, le contexte à l'extérieur, notamment le contexte climatique, et comment essayer de rendre la façade habitable par des animaux, donc des non-humains, voilà, qui pouvaient être des oiseaux, des insectes, etc. Donc là, l'idée, c'était de travailler avec des biologistes et des grosses bases de données sur les typologies d'habitat qu'on peut avoir en fonction des espèces et qu'est-ce qu'on pouvait cibler, et d'essayer on va dire, de mettre en œuvre un workflow, voilà, qui arrive à répondre à cette question-là. Sachant que là, évidemment, on est très très en amont. Cette question de l'inclusion de la biodiversité dans le patrimoine construit, elle est très neuve. Il y a déjà eu beaucoup d'expérimentations, mais la connaissance scientifique sur ces méthodes-là est assez légère, on va dire, pour le moment. Donc là, voilà, ça restait on est resté au stade de l'expérimentation virtuelle. Mais voilà, ça a le mérite de commencer. L'idéal serait de pouvoir continuer avec d'autres étudiants, pousser cette thématique de recherche. On a aussi cette volonté de continuité de la recherche à l'intérieur du master. Voilà. Et un dernier exemple qui illustre aussi un peu le genre de choses qu'on peut faire chez nous. Donc encore une fois, très très numérique puisqu'il s'agit d'intelligence artificielle. Et là, c'est des algorithmes d'apprentissage pour éduquer à modéliser les phénomènes d'îlots de chaleur urbains en conception très très amont. Donc c'est-à-dire on se pose la question à l'échelle urbaine. Quelle est l'influence de la morphologie construite sur les phénomènes d'îlots de chaleur urbains, un petit peu indépendamment des matériaux, un petit peu indépendamment. Là, c'est vraiment comment la morphologie peut intervenir, et on se place en phase de conception. C'est un peu ce qui a été dit tout à l'heure. C'est des choses qui sont très très difficiles à calculer, et on a besoin d'étapes de validation préalables sans forcément tout faire et ensuite calculer. On a besoin de savoir où on va. Le problème, c'est que pour modéliser et pour calculer ces phénomènes-là, évidemment, c'est des phénomènes physiques qui sont très complexes. Donc un calcul comme ça, si on le fait normalement, ça met une journée à peu près. Donc en fait, c'est vraiment très difficile de comparer des solutions entre elles de manière efficace. Et donc c'est pour ça qu'on a travaillé là en collaboration avec un laboratoire autrichien qui, à partir de calculs qu'on fait manger à des algorithmes d'apprentissage profond, on est capable d'avoir un modèle dont on évalue l'erreur, etc., qui nous permet d'approcher des outils qui nous permettront de travailler dans cette direction-là. Et ce n'était pas le dernier exemple, c'est ça le dernier exemple, pardon. Et je l'ai rajouté parce que ça parle aussi un petit peu d'impression 3D de béton, et c'est ça que je vais parler. C'est ça dont je vais parler après. Donc là, c'est un travail de conception de façade, encore une fois en optimisation multicritère. Donc on est sur quelque chose où il y a plusieurs physiques calculées pour arriver à faire une façade dont on veut qu'elle ait certaines fonctions. Donc là, en l'occurrence, c'est des brises-soleil qui assurent une régulation thermique principalement, et avec un système constructif particulier qui est un assemblage d'éléments qui sont autobloquants par leur géométrie. C'est-à-dire qu'en fait, cette façade-là, elle est fabriquée avec des éléments. Donc là, le prototypage, il se trouve qu'il a été fait avec de l'impression 3D grande échelle. Ça aurait pu être fait autrement. Mais c'est un système mécanique qui est fait pour être fait avec un matériau fragile. C'est-à-dire un matériau résistant, mais pas ductile, qui peut poser des problèmes, notamment à la fissuration.
Et ces systèmes d'éléments autobloquants discrets eh bien, sont en fait très vertueux, notamment d'un point de vue de la résilience et du comportement dynamique pour ce genre de choses-là. Donc en fait, vous voyez la complexité et la variabilité des choses qu'on peut traiter. Et ça, on peut le traiter parce qu'on utilise des algorithmes d'optimisation. Voilà. Et donc c'était ça. Donc je pourrais en parler plus. Je vais peut-être pas m'attarder trop sur le contenu du master, mais globalement, on apprend à programmer, on apprend à modéliser, on apprend à un peu de structure, un peu de géométrie, un peu de choses comme ça. On apprend à prototyper. On a aussi un cours sur les analyses de cycle de vie, parce qu'en fait, beaucoup de nos cours, en fait, sous leurs apparences de donner des outils ont en fait pour objet de travailler avec un objectif ou une contrainte qui est l'impact environnemental. Et c'est des choses évidemment qui sont très complexes dans la quantité de données à prendre en compte. Donc il y a aussi un enseignement de ces méthodes-là. Et après ce premier semestre-là, qui est à temps plein à l'école, qui a commencé lundi dernier pour cette année, il y a un deuxième semestre qui se passe en entreprise et qui est une semaine par mois, où on a un choix de spécialité entre Computer Aided Manufacturing, c'est-à-dire la fabrication numérique, où là vous voyez qu'il y a des workshops autour de l'impression 3D, du bois, de la géométrie d'assemblage, etc. Ou Computer Aided Design, où là c'est voilà, une spécialisation sur les méthodes de conception innovantes, la géométrie discrète, l'optimisation multicritère, etc. Donc voilà un petit peu pour ce master-là. Comme ça, j'en parle. C'est à l'école des ponts, derrière moi, partout devant moi. Donc merci. Peut-être qu'on en parlera après pour les questions. Je vais finir de présenter. Et puis, si vous voulez qu'on revienne dessus après, n'hésitez pas. Voilà. Et donc, deuxième thème de ce soir, c'est donc Xtree, qui est donc l'entreprise que je représente aujourd'hui, et qui est une entreprise qui développe une technologie de fabrication robotique pour la construction, qui est de l'impression 3D à grande échelle. Donc l'impression 3D grande échelle, ça veut dire, comme vous le voyez, en fait, qu'on a un robot qui vient déposer un matériau par couche, que ce matériau, il est mou parce qu'on le dépose, et que ce matériau va durcir pour obtenir quelque chose dont on va pouvoir se servir, par exemple dans un contexte structurel. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est du béton, mais en fait, on a développé un principe qui est assez générique, qui est un principe d'impression bicomposant, c'est-à-dire qu'on va transformer la plupart du temps chimiquement le matériau dans la tête d'impression. Donc la tête d'impression, c'est ce qu'on voit en bleu au milieu de l'écran. Je peux faire ça? Ouais, mais ça marche pas sur l'écran, c'est pas grave. Et donc bon, la tête d'impression, c'est la dernière chose. Et cette tête, en fait, elle va transformer le matériau pour lui conférer des propriétés de structuration au jeunage. Ce qui fait qu'en fait, on dépose un matériau qui est très mou, très fluide, qu'on peut pomper, qu'on peut mettre en œuvre sans l'endommager. Et à partir du moment où il est déposé, il va gagner en structuration très rapidement pour qu'on arrive à empiler des couches les unes sur les autres. Et pour vous donner un ordre de grandeur, les colonnes que vous voyez à droite, bon, à l'époque, elles ont été imprimées en 30 minutes. Aujourd'hui, on serait plus autour de 15 minutes parce qu'on a augmenté un peu les cadences, mais ça va assez vite pour des colonnes de 2 mètres. Toute proportion gardée, ça n'est pas vraiment comme de l'impression 3D plastique parce que on n'est pas du tout sur les mêmes phénomènes physiques. Et cette structuration du matériau, si on parle du béton, elle s'appuie sur des phénomènes physiques qui ne sont pas les phénomènes de prise, c'est-à-dire qu'on n'endommage pas la réaction de prise et on obtient bien un béton tel que on voudrait l'obtenir en termes de performance. Et donc ce que je vous disais, c'est que cette chose-là en fait est réplicable, cette stratégie de bicomposant est réplicable sur plusieurs autres matériaux, et on a développé cette stratégie avec des matériaux terres, avec des géopolymères, avec du plâtre, et on développe constamment et dans divers contextes académiques ou industriels d'autres matériaux imprimables.
Et l'idée étant que avec cette technologie, eh bien, on peut accéder à une complexité géométrique, globalement. Une complexité géométrique qui va être à moindre coût humain, temporel et économique, qui va permettre d'innover dans le secteur de la construction dans certaines directions, et notamment dans la direction environnementale. Donc, on se place évidemment comme objectif d'aller vers une industrie plus vertueuse environnementalement parlant. Et on est dans un contexte qui n'est pas forcément facile, qui est la robotique et l'industrie du béton. Donc, il y a 3 leviers en fait pour faire voilà, ce qu'on appelle de l'éco-conception. Je pense que je peux le dire ici. C'est agir sur les matériaux, agir sur les structures et sur les systèmes constructifs, et plus globalement, agir sur les écosystèmes. Donc agir sur les matériaux innovants, bien sûr, ça veut dire réduire l'impact des matériaux. J'imagine que vous en avez parlé aujourd'hui. Ça veut dire que derrière, il faut aussi une filière qui soit capable de soutenir une quantité suffisante. Et je rejoins absolument la conclusion qui a été tout à l'heure, de dire qu'on ne peut pas faire autrement que de faire des constructions hybrides. C'est-à-dire on n'arrivera pas à être monomatériaux. Donc il y a l'effort de réduction d'impact des matériaux eux-mêmes, mais on a eu une conférence assez intéressante à Cergy il y a quelques mois sur les bétons bas carbone qui ont montré que cet effort-là, tout nécessaire qu'il soit, n'est pas suffisant. Et il faut qu'on réduise aussi, quels que soient les matériaux, la quantité des matériaux qu'on utilise et la quantité de déchets qu'on produit quand on utilise des matériaux. Et donc, on doit aussi changer les structures et les systèmes constructifs, notamment pour les alléger. Et ça, c'est un petit peu là où la construction numérique et cette complexité apportée peut apporter des solutions. Et derrière, il y a les écosystèmes industriels. Donc évidemment, ça veut dire voilà, travailler la production l'impact des usines, travailler les temps de transport, travailler de plus en plus localement, etc. Et voilà. Et donc, nous, on va essayer de travailler sur ces 3 aspects-là. Donc, sur l'aspect des matériaux, ça veut juste dire développer d'autres matériaux moins impactants. Sur les systèmes constructifs, je vais vous en parler un petit peu plus. Et sur les écosystèmes industriels, on s'inscrit dans une hypothèse qui est la construction hors site. Donc, on fabrique nos structures dans de telles usines. Et ces structures-là, elles sont ensuite assemblées sur chantier. L'hypothèse étant que pour transformer l'industrie de la construction telle qu'elle est, on doit réduire, faciliter les opérations sur site dans un objectif de gestion des aléas, gestion des accidents, gestion de la pénibilité et gestion des déchets. Donc, on se place en usine et on fait des choses qui sont des objets les plus fonctionnels possibles pour les assembler le plus rapidement possible et ce de la manière la moins pénible possible. Voilà notre hypothèse. Donc chez nous, on est organisé en 3. Donc on est une petite boîte. Pardon, je n'ai même pas expliqué, mais on a été créé en 2015. Bien sûr, on est relativement jeune et nous sommes actuellement 15. Donc ça reste quand même petit pour l'instant. Mais notre cœur de métier, donc, c'est d'installer de telles machines chez des partenaires académiques et industriels et pour développer localement des technologies qui permettent de répondre à des questions d'innovation. Ça, c'est l'équipe donc écosystème. On a l'équipe de R&D, évidemment, qui fait toute la recherche nécessaire associée à ces choses. Et ensuite, on a l'équipe studio, qui est plutôt le bureau d'études archi-ingénierie, et qui est l'équipe dont moi je m'occupe. Aujourd'hui, on a installé des usines dans ces endroits du monde-là. On en a une dizaine, partagées entre des universités et des industriels. Les 2 acteurs sont très très importants parce que l'idée à terme, évidemment, et le plus rapidement possible, c'est d'avoir des matériaux qui sont sourcés localement. Et c'est très très important, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on doit être générique
dans notre capacité à mettre en œuvre des matériaux, parce qu'on veut pouvoir imprimer quasiment n'importe quel matériau. Et c'est la technologie qu'on développe qui nous permet de faire ça, parce que évidemment, le but, c'est de prendre le matériau le plus local possible et le moins impactant possible, et de pouvoir le faire évoluer dans la bonne direction pour pouvoir imprimer. Donc l'idée avec ce réseau, c'est qu'on va faire voyager de l'information, partager les développements scientifiques, avec évidemment la gestion de confidentialité quand il faut la gérer, mais qu'on fasse voyager que ça, et qu'on ne fasse pas... qu'on n'envoie pas du ciment depuis la France jusqu'au Japon, par exemple. Voilà, quand on veut construire au Japon. Je vais vous montrer ensuite quelques projets. Donc, j'ai mis quelques projets qui sont, on va dire, de manière facile, associable à une question environnementale. Ça, ce sont les récifs artificiels. Donc, c'est des choses pour lesquelles on nous a contactés assez tôt en fait dans notre existence, parce que donc c'est des objets, les récifs artificiels qu'on met sous l'eau, dans des zones où l'habitat et le contexte pour la biodiversité marine a été détruit. Et qu'on veut le reformer. Donc jusqu'à présent, ça a été fait principalement avec des parpaings ou des pneus, mais il y a un problème assez critique avec ça, c'est que la répétitivité en fait des formes finalement a un effet inverse de ce qu'on voudrait faire, parce que on va promouvoir une espèce qui va devenir invasive, et on va pas arriver vraiment à faire ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire de promouvoir une multitude d'espèces. Et donc des biologistes travaillent avec différentes entreprises avec qui on a travaillé, avec qui on a conçu ces objets de manière collective. Et donc là, l'idée, c'est vous voyez que cet objet, il est assez compliqué dans sa géométrie, et chaque poche, en fait, a une taille, une orientation, une topologie, si elle est traversante ou pas, qui va être orientée vers une certaine espèce, pour faire de l'habitat, pour faire de la nidification, pour faire de la migration. Et on est... et voilà, donc c'est l'idée. Et donc là, par exemple, ces objets-là en particulier sont en fait des corps morts, c'est-à-dire des choses qui sont mises sous l'eau pour que les bateaux puissent s'accrocher à une bouée et à ces corps morts, parce qu'ils n'ont pas le droit de jeter l'ancre. De plus en plus de municipalités du littoral interdisent qu'on jette l'ancre de manière sauvage, parce qu'évidemment ça détruit la faune et la flore sous-marine. Donc ils installent des corps morts, donc il faut que ce soit un gros objet de 500 kg qui permette d'avoir une bouée et qu'on accroche son bateau. Et donc là, l'idée, c'était, au lieu de faire ce qui est fait habituellement, c'est-à-dire un cube de béton de 500 kg, eh bien on fait une autre forme en béton de 500 kg qui a la même fonction, mais qui associe en plus une stratégie locale de promotion de la biodiversité. Donc vous voyez une image de cette impression-là. Il y a quelque chose aussi qui est intéressant sur cette image, bon, qu'on devine un petit peu, mais c'est qu'en fait, vous avez des endroits en fait qui sont pas juste là pour la biodiversité, mais qui vont être là pour la manipulation de l'élément. Et on a certains endroits où on a coulé un autre béton dedans pour le poids et pour la résistance structurelle. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très particulier à notre secteur, c'est qu'en fait, dans la maquette numérique, on va pouvoir prendre en compte l'ensemble des contraintes de ce qu'on va faire au cours du chantier, y compris des contraintes de pose et de méthode. Donc il est très important que tout le monde soit un peu autour de la table, et on change le développement linéaire des projets pour essayer de traiter le maximum des sujets en amont. Quelques images des exemples de récifs. Donc là, vous voyez la mise à l'eau. On en avait fait 32 la première fois pour cette opération-là avec l'entreprise Seaboost. Anecdote, mais le truc violet que vous voyez sur la photo, c'est parce que l'objet a été conçu en réalité virtuelle.
C'est-à-dire c'est des objets qui sont quand même assez difficiles à appréhender dans leur forme et on ne peut pas imprimer n'importe quoi, bien sûr, j'en parlerai un petit peu, mais on ne peut pas faire voler du béton, hein, donc malgré tout on empile des choses et il ne faut pas que ça tombe, ça reste quand même du béton frais. Donc nous on a un calcul qu'on a développé au fur et à mesure des années qui nous permet de prévoir si une structure est imprimable. Ce calcul est évidemment assez difficile parce que c'est un calcul de stabilité donc au second ordre avec un matériau qui est inhomogène, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes propriétés physiques évidemment partout, donc c'est pas évident. Et donc on avait ce calcul qui était mappé en temps réel sur la forme, et donc voilà, les biologistes disaient bah là moi j'aurais besoin que ça fasse plus comme ça, puis ça devenait rouge et on disait oui d'accord, mais là ça va pas marcher, donc peut-être qu'on pourrait faire ça. Et bon, c'est un peu anecdotique, mais malgré tout, c'était assez efficace d'avoir conçu cet objet comme ça. Bon, c'était en réalité virtuelle. En soi, on aurait pu le faire autour d'un ordinateur pareil, mais c'était sympa. Bon, quelques exemples. On a exploré beaucoup de stratégies avec ces récifs-là, notamment le design génératif. Là, par exemple, c'est une famille de récifs qui a été fait avec des algorithmes évolutionnaires. Donc, c'est des algorithmes qui comparent des solutions entre elles en fonction de certaines contraintes basées sur une sélection darwinienne. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fabriqué un certain nombre, une dizaine, je crois, de ces récifs-là. Mais vous voyez, enfin, vous devinez en tout petit dans les cases grises, en fait, il y a une infinité de ces récifs, tous différents, qui peuvent répondre aux contraintes auxquelles on avait voulu. Et ça, grâce au design génératif. Et comme on fabrique de manière robotique, il y a une continuité avec ça. C'est-à-dire que pour nous, c'est pas du tout un surcoût et c'est pas du tout une complexité quelconque, en fait, on va dire, si ce n'est en amont dans les études, que les objets qu'on fabrique soient tous différents et tous uniques. Et c'est ça aussi une des richesses de cette technologie. Un autre exemple, voilà, juste de récif, encore une fois unique, c'est-à-dire que là, ce que vous voyez à gauche, c'est comment le récif a été conçu avec l'algorithme qui l'a conçu. Et cet algorithme, c'est un algorithme heuristique pas à pas, c'est-à-dire qu'à chaque fois, la solution est différente. Il y a un aléatoire, mais qui doit respecter un certain nombre de règles qu'on lui a données. Je change de contexte. On arrive dans le contexte un petit peu plus dur, un petit peu moins glamour, juste des chantiers en béton en France. Donc, on a des solutions qui sont apparues lors de nos travaux avec les différents constructeurs, principalement en France, et qui ne sont pas des solutions de fabrication d'objets très très compliqués, d'architecture exceptionnelle, etc., mais qui sont vraiment là pour apporter des solutions dans des constructions très, très standards sur des objets qui posent problème, notamment ça, qui a intéressé beaucoup les constructeurs, et notamment Spi Batignolles, tellement qu'ils ils ont installé une usine qui est opérationnelle aujourd'hui. Et donc ça, c'est un objet très bête qui est une boîte de réservation. Voilà, qui est, on met quelque chose pour faire un trou pour une gaine dans un mur banché. Donc c'est assez courant. Et en fait, dans les projets aujourd'hui, souvent il y a une certaine proportion de ces boîtes-là qui sont standardisées et qui correspondent voilà, à des tailles qu'on peut facilement trouver sur le marché en PVC. Donc voilà, on battra évidemment jamais ça. Mais il y a toujours et beaucoup de ces boîtes en fait qui sont pas de taille standard, même dans les bâtiments les plus standards. Et donc ça veut dire qu'elles sont faites sur chantier, un peu à la volée par les compagnons et en bois, et ensuite qu'elles sont décoffrées. Donc en fait c'est beaucoup de temps et une production aussi de déchets et une éventuelle malfaçon. Et donc là, c'est juste un objet qui, dans le contexte de l'impression, vous imaginez bien qu'imprimer un petit rectangle, c'est pas du tout compliqué. Donc en fait, on peut sortir juste avec la taille qu'on veut de chaque boîte, y compris unique. On les sort tous à l'avance et on les a déjà. Et en fait, elles sont mises sur le chantier, elles sont laissées. Et donc c'est bon, un pur gain économique, on va dire. Donc dans cette perspective-là, et notamment principalement avec Spi Batignolles, on a exploré beaucoup de choses comme ça,
qui sont liées au coffrage, en fait. Et notamment ce projet-là qui était un nœud de poutre. Donc là, l'idée, voilà, c'est encore une fois dans un bâtiment assez standard. Quand on arrive au niveau, par exemple, de la transition entre les rez-de-chaussée et les parkings, on a plein de poutres de tailles différentes qui arrivent. Donc ça fait des coffrages assez compliqués à faire. Souvent, c'est assez difficile d'accéder. Donc de temps en temps, juste pour des questions d'accessibilité, en fait, on doit découper le coffrage en plusieurs jours, etc. Et donc là, l'idée, c'était de se dire, on a un coffrage unique et complexe. On le fabrique au préalable, on le pose et on coule. Donc là, l'idée, c'est voilà, c'est vraiment de se dire, on essaye de rationaliser les étapes du chantier qui sont difficiles à rationaliser aujourd'hui du fait de leur unicité. Voilà. J'ai pas d'image, mais il y a un projet assez intéressant qui a été fait par SPI dans une réhabilitation à Poitiers, qui s'appelle le bâtiment Schumann. Voilà, n'hésitez pas à regarder. Donc ça c'est donc la question du coffrage. Donc évidemment ça pose un certain nombre de questions qui sont des questions de certification. Je vais en parler maintenant. Donc évidemment ces choses-là aujourd'hui elles ne sont pas certifiées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser ces matériaux dans un contexte structurel parce qu'il n'y a pas de normes associées. Donc c'est évidemment quelque chose sur lequel on travaille beaucoup et on travaille avec les gens intéressés, c'est-à-dire le CSTB, le CERIB, le CEREMA. Beaucoup de gens se posent la question, et c'est aussi une question qui est posée à l'échelle européenne et à l'échelle internationale. Un pas minimum, par exemple, qui n'est pas forcément très difficile à franchir et qu'on aimerait franchir dans un futur proche, ce serait de se dire, à minima, ce coffrage, si je ne l'utilise pas structurellement, est-ce que je peux l'utiliser comme enrobage ou comme moyen d'améliorer la résistance au feu? Ce qui scientifiquement, a priori, la réponse est plutôt oui. Donc, mais bon, il faut tester, il faut prouver, et il faut qu'on ait suffisamment de robustesse et de certitude pour arriver à le faire. Donc c'est une des directions qu'on prend. Ça, c'était un vieux projet qu'on avait fait, qui est intéressant surtout par son échelle, qui est assez vieux, je crois qu'il date de 2017. C'était un mât de 12 mètres qui a été fait, donc un mât précontraint, fabriqué à partir de 6 éléments de 2 mètres qu'on a imprimé en 3D. Un mât pour faire des télécommunications, et l'idée, c'est, on avait été contacté par une entreprise en Guadeloupe, donc dans un contexte séisme, tempête, et les mâts de télécommunications sont de la classe la plus élevée, c'est-à-dire que c'est des structures qui doivent rester opérationnelles pendant un événement catastrophique. Donc ça veut dire grosse structure. Donc grosses structures d'habitude sont faits en métal, et là l'idée c'était de proposer une solution alternative en béton avec un travail d'intégration dans le paysage, donc de végétalisation et de travail, on va dire, architectural. Bon, c'était aussi et surtout une expérimentation pour nous de se confronter à la précontrainte, qui est quelque chose qu'on regarde évidemment de plus en plus aujourd'hui. Donc là, c'est un mât, voilà, vous voyez le prototype, et je vais peut-être mettre directement la vidéo, j'espère qu'il n'y a pas de son. Magnifique. Merci. Et donc vous voyez le prototype qui a été fait. Donc c'était fait avec Fraissinet. Et le bureau d'études, c'était Lamoureux et Ricciotti. Donc vous voyez ici l'impression, la modélisation, et c'est donc ces choses qu'on imprime sont des coffrages, à l'intérieur desquels on coule au début un béton qui permet d'avoir des douilles de levage pour manutentionner les éléments, et ensuite un ductal qui permet de travailler structurellement dans le but de faire de la précontrainte. Vous voyez aussi que là, la précision du robot, elle est intéressante parce qu'on travaille en fait quasiment au millimètre. Ça dépend des directions, mais travailler au millimètre dans un procédé très très automatisé dans un contexte de génie civil, c'est assez intéressant. Voilà. Sachant que, encore une fois, tous les éléments sont uniques. Il y a le dernier élément notamment qui inclut des formes pour accueillir les antennes, etc. Donc voilà. Hop. Post-contrainte. Avec des... Non, 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 c'est post-contrainte et gainé graissé. En fait, vous voyez on voit les gaines.
tout à fait. Voilà, donc ça c'est quelque chose, attendez, il faut que je vois ce qui vient après, oui. C'est quelque chose qu'on est en train de regarder sur divers projets, et notamment un projet, pas lui malheureusement, qui a été arrêté, mais on en a un autre dont je ne peux pas montrer d'image pour le moment, donc je montre lui. Voilà, l'idée c'est d'être avec cette histoire de post-contrainte, mais de faire des franchissements. Pour lesquels on peut assez facilement avoir une variabilité géométrique le long de la portée de la passerelle, en l'occurrence. Et cette variabilité géométrique, au-delà de son intérêt architectural, elle a aussi un intérêt mécanique, évidemment. Et dans le milieu des passerelles ultra-légères, et notamment des passerelles ultra-légères en béton fibré, en général, le coût oblige à avoir une section constante, et la constance de cette section en fait est pénalisante, notamment dans l'efficacité mécanique, et derrière efficacité environnementale, puisque ces objets sont évidemment dimensionnés environnementalement parlant, surtout par la quantité de matière, ce qui n'est pas le cas de tout. Et donc on avait fait au préalable, pour ce projet-là en particulier, parce qu'on y avait été invité par une revue anglaise, un petit comparatif préalable de cette idée de système constructif avec deux autres systèmes équivalents qui permettent de faire de la post-contrainte, qui était un système en ductal que vous voyez à gauche, très léger, donc on est sur un poids assez similaire, et un système traditionnel en poutre dalle. Et nos calculs avaient montré que notre système, par son efficacité et par un certain nombre de choses aussi indirectes qu'il permettait, a priori promettait d'avoir une grosse réduction d'impact environnemental. Donc ça nous paraît assez intéressant de travailler là-dedans. À noter que l'évaluation de l'impact environnemental de l'impression elle-même, elle a été quantifiée grâce à une thèse qui a été faite à l'école des ponts par Katerina Kuzmenko, qui a permis d'avoir un modèle de calcul sur l'impact environnemental, en prenant y compris la dépense d'énergie, notamment, qui est liée à l'impression elle-même. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, indépendamment du matériau qu'on imprime, on est capable d'évaluer en ACV notre impact environnemental sur l'impression en tant que procédé. J'en suis où en termes de temps? Petite question. C'est la fin. C'est la fin? Oui, ok. Bon, je vais aller vite. Il y a encore beaucoup, 38 où il faudrait vraiment. Ouais, j'y vais vite alors. Ok. Bon, petit projet quand même d'immobilier qu'on a fait, qui est pas qui est pas là pour être un champion du développement durable, mais qui est une bonne illustration de la fabrication hors site, qui était donc 5 maisons à Reims avec des murs en béton imprimé. Et tout ici est hors site, c'est-à-dire on a des modules en métal et en bois, on a une toiture en CLT, et on a ces murs que vous voyez en façade à l'avant, qui sont tous uniques, il y en a 35, et qui offrent une certaine qualité architecturale pour ces logements qui sont des logements sociaux, et ce, du coup, à coût réduit. Là, bien sûr, c'était un projet pilote, donc c'est un projet qui a été très long, pour lequel on a notamment obtenu un ATEX auprès du CSTB, qui est le premier ATEX en son genre. Donc on était très contents de ce premier passage. Et vous voyez ici une photo de la construction des maisons et de leur inauguration en juin dernier. Et voilà, et tout le monde est très content, les locataires sont très contents. A priori, ça s'est bien déroulé. Donc là, maintenant, pour nous, suite à ce projet-là, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir travailler à l'industrialisation de ce genre de choses-là pour les rendre plus robustes, et aussi pour travailler à la fonctionnalisation et à l'optimisation, notamment environnementale, de ce genre d'objets-là. Mais qui a déjà beaucoup d'intérêt, notamment un intérêt de pénibilité du travail et d'attractivité du travail pour les compagnons, parce que là, ça veut dire que c'est hors site, donc grue, et les choses sont assemblées. Les murs, en fait, sont assemblés en, il me semble, une trentaine de minutes, parce qu'il s'agit juste de claver, et ça change évidemment beaucoup de la construction par pain, qui représente en moyenne, je crois, 2 tonnes soulevées par compagnon par jour, quoi.
Donc c'est un travail qui malgré tout est très pénible et les entreprises ont beaucoup de mal à recruter. C'est en tout cas ce qu'a témoigné l'entreprise générale de ces maisons-là qui était de Mathieu Barthes. J'arrive sûrement à la fin. Ça, c'est du plâtre, une paroi acoustique. Ça a d'ailleurs été dans le Master Digital Building Design. C'était un stagiaire qu'on avait chez nous. J'ai dit déjà qu'on faisait plusieurs matériaux. On fait aussi plusieurs couleurs en mettant des pigments dedans. Tous nos systèmes sont très instrumentalisés. On veut absolument savoir ce qui s'est passé partout et à chaque endroit de la pièce. On est capable de savoir à chaque centimètre cube de la pièce quel était l'état de la pompe numéro N en tant que pression, etc. Et ça, pour nous, c'est très important de le savoir pour le développement et aussi, à terme, pour la certification. On voudrait en fait pouvoir donner une carte d'identité numérique à nos objets en disant on sait que mis dans tel état, le matériau est comme ça, et on peut vous prouver qu'on l'a mis dans tel état parce que tout s'est déroulé comme on voulait le faire. Donc évidemment, ça demande du travail et du temps. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille de manière collaborante avec nos partenaires pour arriver à, on va dire, augmenter la taille de nos données et aller de plus en plus loin dans l'analyse fine de ce qu'on est capable de faire. Je crois que j'arrive à la fin. Test d'imprimabilité, tac, paramètres. On renforce avec des fibres. Vous pouvez me poser la question, avec l'école des ponts. Hop là, ça c'était ma thèse. Petite photo. Merci à tous. Merci beaucoup. Très belle présentation avec des applications que l'on ne penserait pas forcément, notamment les formes un peu bizarres là qu'on met sous l'eau, les récifs. J'ai trouvé ça magnifique.